Bien, bonjour à tous et merci pour votre participation à cette session dédiée à la thématique de l'IA appliquée au commerce et au marketing. Je suis William Bayache, vice-président Europe du Sud de la société Sidecore, et j'ai le plaisir d'accompagner Damien Despas, qui est senior architecte lead sur la région South EMEA également. Donc je suis très content et on est très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. On l'a commencé un petit peu à l'américaine, je dirais, mais l'idée était pour nous vraiment de vous présenter un petit peu qui est Sidecore. On n'est pas forcément connu en force sur le secteur et sur le marché français. Et aujourd'hui, en fait, on souhaitait aborder avec vous une thématique appliquée de la donnée grâce au prisme de l'IA au commerce et au marketing. Alors, il est vrai que depuis toujours, les entreprises ont situé la donnée au cœur des systèmes d'information, que ce soit au niveau des applications du back-end, de l'expérience qui était proposée, de la gestion de la relation client. Et il est vrai que ces dernières années, l'amplification de la production de la donnée a profondément changé les enjeux que rencontrent les entreprises aujourd'hui. Quand je parle d'amplification, en fait, je suis un petit peu réducteur. C'est une véritable transformation, une véritable explosion. D'ailleurs, les projections 2025 annoncent une production globale de données à hauteur de 175 zeta-octets. Alors, un zeta-octet, c'est quoi? Je ne suis pas très technique, mais on va vite comprendre. C'est 1000 milliards de gigaoctets. À l'heure actuelle, par an, on produit à peu près 60 zeta-octets. En 2025, 175 zeta-octets, ça correspondra à 23 fois la distance entre la Terre et la Lune d'une pile de drivers pour stocker toutes ces données-là. Donc c'est colossal, et associé aux technologies de l'intelligence artificielle, on comprend bien que le prisme de la transformation de l'entreprise a profondément changé. Aujourd'hui, la donnée, elle est de qualité, elle est toxique, elle est utile, elle est inutile. Il y a une chose qui est claire, c'est que les entreprises ne pourront pas faire l'exception ou l'économie de s'intéresser à la manière qu'elles ont de traiter ces données. Et il était important aussi pour Sidecore de s'inscrire dans une perspective claire qui nous permet d'outiller les clients et les différents acteurs sur la capacité qu'elles ont à adresser ces nouveaux enjeux. Il y a 4 axes principaux qui décrivent cette transformation côté Sidecore. Le premier, c'est la capacité de redonner une capacité d'orchestration en temps réel et omnicanal. Alors ça, c'est une promesse que tous les acteurs et tous les éditeurs font. Mais quand on veut assurer une orchestration en temps réel sur une application mobile et sur un site web, on rencontre un certain nombre de problèmes qui sont très difficilement adressable, et il se trouve que c'est ce qu'on fait par ailleurs chez par exemple Emirates, où toutes les opérations en temps réel sur tous les canaux digitaux qui sont utilisés par la compagnie aérienne sont traitées par les technologies Sidecore. Le deuxième enjeu fort que nous voyons, c'est tout ce qui va concerner la gestion des opérations digitales et la capacité que les entreprises vont avoir à intégrer les GenAI dans leur capacité de générer du contenu ou des interfaces qui pourront être consommées en complémentarité à une orchestration temps réel, par exemple. C'est des choses que nous sommes actuellement en train de mener avec un certain nombre de grands groupes comme Procter & Gamble, comme Nestlé, comme d'autres, qui s'intéressent à la mise en œuvre de hubs digitaux qui vont permettre d'alimenter tous les canaux digitaux que l'entreprise souhaitera explorer. On est très loin des notions de DAM que tout le monde connaît, qui existent depuis les années 80. Aujourd'hui, le véritable enjeu est d'être en contrôle de tous les contenus qui sont créés. Et derrière, bien évidemment, ça donne lieu à un certain nombre de chantiers autour de ce qu'on appelle chez nous la Content Factory. Le véritable enjeu aussi de l'innovation, c'est d'être concret, de redonner une valeur performative à la donnée. On a tous plein de données, vous avez tous investi dans des data lakes et autres, vous êtes devenus des experts de la donnée, et d'ailleurs, c'est le thème de la journée. La réalité aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on est capable de quantifier l'impact de l'utilisation d'une donnée d'un point de vue business. Comment est-ce qu'on est capable de mesurer la performance, l'impact de la donnée sur les bénéfices de l'entreprise, sur la profitabilité, sur le temps de transformation, sur le temps de rétention d'un client, sur le chiffre d'affaires réalisé. C'est ce qu'on propose de faire avec les technologies Sidecore, et on va vous présenter un certain nombre de réalisations, bien évidemment. Mais ce qui incarne vraiment la stratégie de Sidecore, à l'instar d'un grand nombre d'acteurs du marché qui sont issus de filières multinationales, l'idée ici, c'est vraiment de s'inscrire dans une démarche composable. Les architectures MAC, Microservices, API, Cloud et Headless, incarnent vraiment ces principes fondateurs de l'agilité que doit retrouver l'entreprise pour garder son niveau d'autonomie et éviter les dépendances technologiques fortes.
C'est toute la souche de la Sidecore Factory qu'on va vous présenter. Je vais bientôt passer la main à Damien, maintenant qu'on est bien projeté au niveau de l'espace. On a souhaité faire de cette session une session plus de présentation. On n'est pas là pour vous expliquer, rentrer dans les détails techniques, mais plus pour illustrer quelle était notre conception de l'application de l'IA dans le domaine du commerce et du marketing. Et donc, on a un certain nombre de use cases à vous présenter. Il n'y a pas de limite. C'est juste une série d'expériences qu'on a eu l'occasion de mener avec des clients et qu'on souhaitait restituer aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vais passer la main à Damien et je vous retrouve un peu plus tard. Merci William. Bonjour à tous, je suis très content d'être là. Et comme disait William justement, aujourd'hui l'idée c'est, à part présenter un petit peu Sidecore, SADXP, c'est un ensemble de solutions. On est vraiment sur l'expérience digitale et comment on accompagne nos clients. On va parler du marketing, on va parler du commerce. Vous verrez que en soi les enjeux sont assez forts. Nous essayons de surfer un petit peu sur le monde de l'IA. Évidemment, on a les modèles fondationaux qu'on appelle principalement LLM. On les intègre, on les infuse au sein de nos outils pour aider à la productivité, mais aussi aider à gérer en quantité utile, du moins dans des principes ou des cas d'usage liés à la personnalisation, je vais y venir, ces modèles pour générer du contenu, des expériences. Et je vais rebondir sur tout ce que William a dit. On va revenir sur cette notion d'infrastructure. Quels sont les grands principes architecturaux dont on a besoin pour délivrer en temps réel en fait, ces expériences infusées par de l'IA? Comment industrialiser tout ça? Comprendre qu'aujourd'hui, il y a des outils et des architectures ou des piles techniques qui existent pour vraiment appliquer de l'IA au sein des différentes expériences. Quand je parle d'expérience, on est aussi bien dans le positionnement de vos produits, de vos services, via les canaux d'interaction avec vos clients finaux et l'outillage en interne que vous avez pour l'accomplir. Alors notre approche, elle est assez claire. Nous pensons, d'un point de vue de la vision, que l'IA va vraiment accompagner l'ensemble des utilisateurs et des employés en termes de copilote pour aider, encore une fois, à construire ces expériences, mais aussi l'IA va nous aider à réinventer de nouvelles expériences. Ça fait depuis quelques temps qu'on a des sites web qui sont à peu près tous les mêmes. Et avec l'IA, vous verrez qu'on peut réinventer en fait la manière d'interagir, d'accéder à l'information et quelque part passer, je vais encore le redire, à un niveau supérieur dans finalement toutes ces interfaces humaines et la prolifération des devices qu'on a et cette interaction qu'on a entre les organisations et les humains derrière. On va aussi positionner l'IA pour s'assurer que l'IA en soi, elle peut faire beaucoup de choses, mais elle doit être contrôlée. Comment on la contrôle et quels sont les changements de paradigme en termes de justement construction d'expérience et changement des modèles opérationnels qu'on a en interne? On n'est plus là potentiellement à penser à construire un site web ou construire une application mobile, mais comme remontait un petit peu William, on va se concentrer surtout sur construire une librairie de contenu qui va devenir potentiellement de la donnée de test pour l'IA, pardon, je ne sais pas si après, qui va devenir de la donnée de test pour l'IA, et derrière on va se concentrer sur des usines à décision qui vont permettre l'orchestration, les prises de décision à certains moments précis sur le flux de livraison de ces expériences. Et on va revenir dessus parce qu'en soi c'est un vrai changement de paradigme, et puis il faut accompagner en fait tous les acteurs pour vraiment comprendre le changement dans l'outillage et qu'est-ce qu'on attend de l'humain qui va aider à nourrir l'IA, l'aider à l'entraîner, mais garder le contrôle dans toute la notion de promotion, dans toute la notion peut-être de revoir ou de changer en fait une décision qui serait prise par l'IA à certains moments du cycle de vie de la livraison de l'expérience. Alors, un des premiers points sur lequel je voulais revenir, c'est un petit peu la vision. L'idée, en fait, quand on parle d'expérience digitale, le point de vue et la perspective de Sidecore, c'est que on va vraiment se concentrer sur du temps réel. Une expérience, elle va être unique pour chaque individu en fonction de son lieu géographique, en fonction potentiellement de son genre, en fonction de sa culture. Et si on pense de cette manière, qu'on adapte l'expérience en fonction de l'expérience, des intentions d'utilisateurs, qu'on doit délivrer ces expériences en temps réel, que ce soit copiloté ou poussé entièrement par l'IA, eh ben,
en soi, chacune des expériences qu'on livre, elle n'a jamais été définie en amont par un humain. On peut avoir des exemples de mise en page, on peut avoir des exemples de contenu qui représentent notre marque, mais en soi, l'expérience, elle va se modeler, s'afficher en fonction de qui vous êtes, d'où vous êtes, de votre contexte et des intentions que vous apportez dans vos modes d'interaction avec une organisation en temps réel. Alors, cette vision, comme j'expliquais, c'est vraiment un changement de paradigme. On n'est plus au niveau peut-être d'un CMS qui va permettre de construire, encore une fois, une page Internet ou une usine à sites. On va travailler sur des librairies de prompts, on va travailler sur des librairies de qu'est-ce qu'un, peut-être un site pour vous, mais juste un site. Et après, on va demander à l'IA de construire tous les types de sites automatiquement sur cette base-là, du contenu de test ou du contenu pour entraîner les IA. Et derrière, faire confiance avec des niveaux de contrôle à l'IA pour générer ce qui est pertinent pour chaque utilisateur. Et on va revenir avec des exemples, hein, c'est exactement ce qu'on disait un petit peu avant. Mais au fond, aujourd'hui, ce sur quoi je veux me concentrer, c'est vraiment la personnalisation. Si on considère l'IA, il y a plusieurs types d'IA. Il y a l'IA prédictive, il y a l'IA générative. On parle beaucoup de l'IA générative. Nous, on aime coupler un petit peu les deux. Dans le sens où lorsqu'on veut travailler sur de la personnalisation, on va chercher par l'IA prédictive à faire de la recommandation et par l'IA générative à construire les variations des contenus ou des expériences dont on a besoin. Le but, c'est d'orchestrer un petit peu ce monde-là, d'utiliser les bons modèles et d'avoir la bonne infrastructure en dessous pour s'assurer qu'on puisse prendre ces décisions et livrer ces expériences sur les bons canaux et en temps réel. Alors, je vais parler de personnalisation. Et en soi, et là, c'était juste pour avoir le petit côté technique comparé au reste de la présentation, je vais vous parler de trois modes. C'est-à-dire, en termes de réflexion, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA? Ou quand on pense personnalisation, quels sont peut-être les enchaînements en termes de phase et de maturité sur lesquels on peut penser? On parle de l'IA appliquée pour le marketing et le commerce. La plupart des acteurs du marché se trouvent généralement dans ce que j'appelle, c'est ma terminologie, hein, ce n'est pas un terme industriel et de marché, c'est les context-aware routers. En gros, on va travailler sur de la personnalisation en construisant des variations de contenu ou d'expérience. Et puis, en fonction du contexte et de l'utilisateur, on va afficher un variant ou un autre. Là, on est sur des modèles très basiques de personnalisation. Mais encore, sur ces modèles-là, on a des vrais défis pour gérer la quantité très très large de variations, encore une fois, d'expériences, d'assets qu'on a besoin pour délivrer des expériences plus ou moins uniques, mais par variation. Donc, le travail aujourd'hui des marketeurs ou des merchandisers ou des leaders du contenu, ça va être de travailler en fait sur ces variations et puis derrière d'avoir quelques moteurs qui regardent le contexte utilisateur pour commencer à router ou amener telle ou telle variation dans tel ou tel contexte. Ça, c'est bien. Mais en soi, il n'y a pas beaucoup d'IA à part sur l'aide à la construction du catalogue de contenu et des variants. Le deuxième point, c'est construire des recommandeurs ou des moteurs de recommandation qui sont basés sur les intentions d'utilisateurs. Donc là, on va avoir des modèles de machine learning qui vont nous aider à faire de la recommandation. C'est ce que je résume par de l'IA prédictive, un petit peu plus. On ne fait pas de la génération, on fait du ranking, enfin du scoring, du ranking, de la recommandation. Vous devriez regarder tel ou tel produit, enfin c'est celui-là que je vous conseille, ou peut-être je réponds à une question pour faire de la modération, pour valider une hypothèse, ce genre de choses. Et là, on va travailler en fait non plus sur la construction de librairies de variants rattachés à chaque élément d'une page, mais on va travailler sur la construction d'un catalogue de contenu. Ce catalogue de contenu représente en fait tous les types d'interactions, de messages que vous voulez travailler. Alors ce contenu, ça peut être vos images, vos documents, ça peut être du texte que vous mettez sur des sites, ça peut être la représentation de vos produits, ça peut être des labels, des prompts. On les catégorise un petit peu en fait par rapport aux besoins pour nourrir en fait l'IA dans un contexte particulier. Et puis on va plus travailler seulement sur le contexte utilisateur, mais on va regarder l'ensemble de la donnée cliente.
qui va nous apporter de la donnée historique, qui va nous permettre de commencer à travailler sur des traits un peu plus poussés, finalement, que juste la donnée contextuelle, comme où est-ce que je suis, quel device j'utilise, quelle heure il est aujourd'hui, ce genre de choses qui nous permettent quand même d'avoir un premier niveau de personnalisation. Et puis derrière, on va utiliser dans les moteurs de recommandation des modèles d'IA. Alors, on a plusieurs types de modèles d'IA. Encore une fois, je les résumais par de l'IA prédictive, mais c'est l'idée. On commence en fait à intégrer des modèles d'IA. Souvent, ce sont des petits modèles. On ne parle pas de LLM ou Large Language Model, qui eux aident à la conversation et ont accès à une base de connaissances très très large, en fait, publiquement disponible généralement sur l'Internet. Là, dans les modèles de recommandation, on est plus concentré sur le catalogue de contenu d'entreprise. C'est ça qui est déjà intéressant. On utilise le catalogue d'entreprise comme une base de connaissances. On utilise un modèle d'IA pour aider, dans un cas d'usage précis, faire une recommandation, répondre à une question. Et on utilise la donnée cliente pour s'assurer qu'on est contextualisé sur le client, mais pas seulement sur la donnée temps réel et contextuelle, mais aussi historique. Le dernier point, et c'est là où on va essayer de nourrir cette notion d'usine à décision, comme l'usine à contenu, deux éléments sur lesquels on a besoin d'abord de beaucoup de contenu pour nourrir l'IA. L'IA fait ses recommandations ou génère les expériences dont on a besoin, et derrière, on a besoin de modèles d'usine à décision ou une librairie de décision qui vont permettre en fait de donner un petit peu de contexte et d'aller chercher de l'IA prédictive, de l'IA générative pour finalement générer de manière unique des expériences finales. Donc 3 niveaux de modèles. Et là, on passe d'un niveau de catalogue de contenu à en fait une base de connaissances. J'ai expliqué un petit peu comment mieux exploiter ces assets, potentiellement ces PDF avec des versions, des spécifications, des conditions et des termes sur lesquels on veut pouvoir agir, revenir sur des vieilles versions, une date précise qui nous permettent en fait de faire de la recommandation bien spécifique. On est toujours sur de la donnée cliente. On a des modèles d'IA, mais aussi on a des modèles de décision. Et ces modèles de décision, tout comme la création de la base de connaissances, c'est ce sur quoi l'humain demain va travailler, suivant la vision de Sidecore et comment les paradigmes justement vont changer sur les modes de production et de livraison des expériences digitales sur l'ensemble des canaux. Alors, on voulait aussi vous montrer sur un ensemble de cas d'usage. Nous, l'IA, on l'embarque dans nos produits, tout comme on aide nos clients à délivrer un certain nombre de cas d'usage pour, encore une fois, repenser les modes opérationnels, comme repenser ou réfléchir à quelles sont les nouvelles générations d'expériences digitales qu'on peut penser et mettre à disposition des clients, que ce soit encore une fois pour informer les clients, pour faciliter des ventes ou pour apporter du service en fonction du modèle économique et de l'organisation souhaitée. Alors je ne vais pas m'attarder trop dessus, mais on a un petit peu une partie en bleu, c'est comment repenser en fait le cycle de vie opérationnel de la création de contenu. Là, on va travailler sur vraiment l'IA générative qui va permettre de construire des assets, plein de variations d'assets, aider à penser, que ce soit construire des briefs, de la stratégie de campagne marketing, ce genre de choses. Et on intègre en fait de l'IA dans les outils back-office pour accompagner en mode copilote les employés dans la production du contenu, soit pour construire un catalogue de contenu, soit pour construire conceptuellement une base de connaissances. Et là où ça va devenir intéressant et ce sur quoi je vais me concentrer, c'est la partie du bas où on va partir sur du vert, du rouge et un peu de jaune. C'est vraiment sur la partie, ok, c'est bien, on a construit beaucoup de contenu, on a donné une base de connaissances qui permet d'entraîner les IA. Et maintenant, comment on exploite la donnée, la vraie donnée, pour aller justement personnaliser l'expérience avec une sorte de recherche, d'arriver jusque de la personnalisation, ce qu'on appelle de l'hyper-personnalisation. C'est vraiment cette personnalisation individualisée sur l'ensemble des canaux et unique. Alors, je ne vais pas trop m'attarder non plus. On sera ravis de rentrer dans le détail de chacun de ces cas d'usage et après, par exemple, si vous voulez venir discuter comment on intègre de l'IA dans nos outils et qu'est-ce qu'on fait sur tous ces domaines.
Donc l'IA et la data, ça représente un petit peu toute cette partie. On se concentre vraiment sur l'histoire de la personnalisation. Et pour terminer sur le jaune, c'est notre approche. On parlait d'une approche composable, de la bonne infrastructure. On pense que, et comme j'expliquais, le mélange de l'IA prédictive avec l'IA générative est important. Et l'IA générative, alors on peut construire nos propres modèles, l'intégrer dans nos outils, c'est très bien, mais il y a aussi des bons modèles qui existent, des larges modèles qu'on peut exploiter, où des entreprises ont mis énormément d'argent et on peut les exploiter aujourd'hui facilement via des API et des SDK qui permettent de connecter en fait et d'apporter ses propres modèles, soit propriétaires, les vôtres, ou propriétaires d'entreprises, ou même des modèles open source. Et comment avoir la bonne architecture pour faciliter, en fait, étendre les capacités de votre DXP et vos modes opérationnels pour intégrer cette IA dans vos prises de décision qui peuvent être très très proches du client comme très très loin si on commence à préparer des expériences et des variations et les stocker pour mettre à disposition dans des sortes de mémoire à l'IA, toutes ces expériences qui enrichissent en fait son savoir et sur lequel elle peut travailler continuellement. Ça s'appelle là l'entraînement en fait de l'IA pour construire toujours plus, enrichir la donnée. Ce concept d'enrichissement est important. Alors on passe dans ce qu'on vous a promis, c'est en gros parler un petit peu de nos clients et de ces nouveaux types d'expériences qu'on crée aujourd'hui. Alors on va parler par exemple le gouvernement, pardon, elle s'est pas lancée la première vidéo, on va revenir. Si, le gouvernement des Émirats Arabes Unis, elle se lance pas. Je vais vous l'expliquer tout simplement. Il faut juste appuyer une deuxième fois. Vas-y. Voilà. Merci. Alors, un des premiers niveaux de nouvelle expérience que vous avez sûrement pu expérimenter vous-même, c'est la partie conversationnelle. Aujourd'hui, le gouvernement des Émirats Arabes Unis a créé un nouveau service, pour le public et principalement pour les citoyens des Émirats, qui propose pour tous les services publics disponibles de converser plus facilement et de rechercher, je ne sais pas, faire une demande de visa, une nouvelle demande de visa par exemple. Là, avec les outils Sitecore et avec un modèle LLM derrière, principalement poussé par Microsoft, ce que vous avez vu, c'est une expérience qui permet de rechercher dans la base de connaissances propre à l'entreprise, de faire de la recommandation de quelle est la next best question, après en poser une, et derrière aussi de proposer des résultats de recherche qui viennent compléter en fait la conversation contextuelle qui s'est passée. Et ça donne évidemment un nouvel outil qu'on peut plugger, une sorte de nouvelle expérience pour entrer et délivrer du service client qui après redirige vers des pages préexistantes. Donc là, on est dans quelque chose, une sorte de moteur de recommandation basé sur votre catalogue de contenu avec une expérience conversationnelle. Okay ? Tu peux passer à la prochaine, s'il te plaît. Dans le même état d'esprit, lorsqu'on réfléchit quand on réfléchit à son catalogue de contenu, on peut aller beaucoup plus loin. On n'a pas forcément envie de rentrer sur ses services ou sur sa base de documents, mais on peut vouloir proposer une nouvelle expérience pour trouver où est-ce qu'on est, ou demander conseil, par exemple, trouver un restaurant quelque part à un horaire particulier. Et là, en fait, dans l'expérience conversationnelle, on va l'enrichir par du contenu qui n'est pas juste une conversation qu'on pousse en temps réel avec du texte, mais on va commencer à ramener vos produits, vos fiches descriptives, par exemple, comme je disais, d'un bureau ou d'un produit de l'organisation. Et là, on est vraiment dans un mode de conversation où on peut aider à la navigation. On n'est plus seulement dans le service client, on est dans l'information, comment naviguer d'une nouvelle manière votre catalogue produit en proposant de nouveaux types d'expériences à vos clients finaux pour en fait être plus dans le temps réel plutôt qu'à eux de comprendre comment vous avez organisé potentiellement un site web, des mises en page avec toutes les difficultés de trouver la bonne information et les bons niveaux de détail.
Alors voilà, c'est quelques exemples qu'on a là. Après, évidemment, on peut régénérer, on peut peaufiner, itérer sur les questions. On a vraiment tout ce niveau conversationnel et on enrichit toujours, par exemple, vers la droite. On peut savoir comment l'IA a réfléchi. Elles expliquent, j'ai regardé ci, j'ai regardé ça, voilà pourquoi je vous recommande ça ou je vous présente cette information. Ou on peut aller encore plus loin pour savoir quelles sont les sources de données sur lesquelles elle a appuyé ses résultats. Donc une vraie manière en fait de naviguer via le catalogue d'une manière conversationnelle qui a été démocratisée énormément par les assistants, les robots et par exemple ChatGPT. Mais là, rattaché à votre propre catalogue. Alors après, il faut les intégrer, ces nouvelles expériences, dans quelque chose d'un peu plus global et on va y revenir un petit peu après. Donc là, on était sur la partie recommandations, questions et réponses sur une base de contenu. On va partir maintenant sur la partie plus commerce, faire de la recommandation de produits, faciliter la recherche, le tri. Alors là, je suis parti sur une expérience un peu plus classique. On part de Google, principalement quand vous voulez acheter un produit. Donc là, spécialement, c'était acheter un bracelet en or rosé chez Pandora. Réflexion, pour être franc. Bon, la recherche initiale n'était pas d'aller spécialement sur le site de Reeds, mais on est parti sur Google, je fais une recherche, je fais un minimum de comparaison, et puis Reeds tombe dans le top 3 des résultats qui ne sont pas forcément sponsorisés par Google. J'arrive sur leur site, et en fait, ce qui se passe avec les moteurs de recommandation d'aujourd'hui, moteurs de recommandation, on reconnecte avec les IA prédictives, qui, elles, permettent de positionner en fait les produits. On a déjà beaucoup d'informations contextuelles. Lorsqu'on capture les intentions d'utilisateurs, que ce soit par l'information qu'on a capturée en amont lorsqu'on est arrivé sur la page de produits détaillés du bracelet, on avait déjà beaucoup d'informations. La couleur, le type de produit qu'on regarde. Principalement, ça nous a donné sur la fiche de détail des possibilités d'avoir des produits similaires ou de travailler sur toute la partie cohorte, c'est-à-dire qu'est-ce que les autres, quel est le comportement des autres lorsqu'ils recherchent ce genre de choses. Et pourtant, j'ai rien fait encore sur le site. Et ça, c'est très important. C'est juste parti sur une recherche. La toute première intention, on a déjà des niveaux de personnalisation, principalement de l'individualisation par rapport au contexte. Et après, on va beaucoup plus loin. Vous avez vu quelque chose d'un peu plus engageant. Directement en cliquant sur la barre de recherche, sans même taper dans la barre de recherche, on a eu de manière très engageante de la recommandation similaire. Et on est resté sur ces notions de traits, par exemple sur le rose. On a regardé les bagues au lieu des bracelets. On a vu en fait que c'était très très proche. L'idée, c'est un peu ça. On garde l'intention et les scores d'affinité qu'on a calculés en amont sur les intentions capturées en fonction des événements, et on peaufine petit à petit en fonction de chacune des interactions de l'utilisateur. Et en fait, on fait de la personnalisation qu'on appelle de l'individualisation, qui est beaucoup plus centrée sur vos actions en temps réel, plutôt que d'avoir pensé à promouvoir tel ou tel produit par des équipes ou dans des modèles peut-être de promotion qui ont été construits en amont et intégrés dans les systèmes. Alors ça va beaucoup plus loin. La recommandation, c'est pas que dans la barre de recherche, c'est pas que dans la page de produits détaillés, c'est partout sur le parcours utilisateur. Ce qui permet d'avoir des opportunités de vente croisée et derrière aussi d'aller faire ce qu'on appelle du retargeting potentiellement dans l'email. Alors là, c'est vraiment les moteurs de recommandation de l'IA prédictive rattachés à vos catalogues de produits plus catalogues de contenu, qu'on met dans des expériences d'e-commerce et qui vraiment finalement poussent à l'achat quelque part dans ces expériences et permettent de connecter aussi l'ensemble des canaux. Le temps réel est important. Vous avez vu, je vais essayer de revenir sur cette notion-là de temps réel. Parce que imaginez que vous êtes
Là, on va se projeter comme si on était un papa qui cherchait pour sa femme, enfin pas papa, mais un homme qui cherche pour sa femme, pardon, un bracelet. C'est très bien, mais demain, ça peut être sur le même outil, le même device, là, peut-être un téléphone familial, un enfant qui vient ou la maman qui arrive et qui veut faire un achat groupé pour la famille. On s'en fiche de la donnée historique, peut-être qu'il y a eu il y a 2 semaines. En soi, je viens avec une toute nouvelle intention pour acheter un cadeau familial sur la même plateforme. D'où l'intention en temps réel. C'est très important d'aller chercher l'individualisation et la personnalisation de cette manière. Voilà sur quoi je voulais revenir, sur la partie recommandeur plutôt que routeur, et en partie sur la partie commerce. On va aller vers un autre type d'expérience, William, si tu veux bien, où là, on va commencer à fusionner un petit peu le tout. On reste sur la partie commerce, donc on a un site assez classique, on a des collections de produits, on a un produit qui est promu en haut de page, on est sur une sorte d'home page. Sur la droite, on a déjà des éléments de recommandation. Tout de suite, pourquoi pas faire de la recommandation immédiate? On sait à peu près d'où on vient, on a du contexte utilisateur, on peut déjà individualiser un petit peu, et ça crée des expériences uniques. On a des produits similaires parce qu'encore une fois, sans forcément faire beaucoup de choses, eh ben, on peut déjà proposer de la similarité. Et sur la droite, il y a des nouveaux types de filtres qui permettent d'être très engageants directement sur la home page. On n'a pas besoin d'avoir montré une intention d'aller chercher. Et donc là, on est déjà en train de fusionner un certain nombre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que la barre de recherche n'est plus trop une recherche sur cette expérience-là. C'est une manière de déclencher toute l'expérience conversationnelle. C'est un type d'expérience qu'on appelle le Commerce Conversational Experience, qui principalement, là, on va commencer à dialoguer de la même manière qu'en ChatGPT, mais on va avoir des résultats produits. Et en fait, on va continuer avec la barre de recherche d'en bas à itérer et à continuer à filtrer. Et là, ça devient intéressant. En fait, on navigue encore une fois sur un catalogue, alors de produits, de contenus, je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais là, on rentre vraiment dans les détails et on utilise ces expériences conversationnelles pour finalement trouver le produit adapté. Voilà. En fonction des traits, des catégories, sans perdre forcément les types d'expériences qu'on a. On n'est pas disrupteur encore dans ce type d'expérience, mais ça reste intéressant et ça propose des nouveaux types pour peut-être se démarquer, lancer des nouveaux modèles économiques, des nouveaux services. Tout dépend de votre positionnement sur le marché. On peut utiliser... après, voilà, là, sur le chat copilote à droite, ça montre encore un autre niveau si on fait par exemple de la vente croisée, un petit peu plus. C'est bien, on a trouvé sur la gauche un type de produit, mais qu'est-ce qui va avec? On peut aussi potentiellement utiliser un certain nombre de panels ou d'approches qui permettent d'aller de manière plus transverse dans la navigation du catalogue, faire des recommandations et augmenter finalement le panier moyen. Un autre type d'expérience, là vraiment différente, plus orientée marketing ou pensée blog ou un service, une sorte de tour opérateur qui vous aide à trouver votre prochaine destination pour partir en voyage. Ça, c'est un type d'expérience où on va passer plus du mode copilote dans la génération de l'expérience, mais là on va donner à l'IA, on va la mettre en mode autopilote, où en gros tout ce que vous voyez à l'écran est généré par de l'IA. Que ce soit, à part le menu, que ce soit les images promotionnelles, que ce soit les articles qui sont générés. Et là, on va pouvoir commencer à positionner de l'information. Ce contenu a été généré par de l'IA. Les prix peuvent être potentiellement retrouvés sur de la donnée publique en fonction d'agrégateurs de voyage qui existent. On a du contenu promotionnel qui permet de faire de la recommandation ou du listing d'endroits où aller en fonction de qui vous êtes, encore une fois, et des informations qu'on connaît sur vous. Mais on a aussi des pages entières qui sont créées. Et la beauté du mode autopilote, c'est quoi? Ce n'est pas que de générer cette page, c'est aussi qu'une fois qu'elle a été générée, dans un contexte particulier, c'est la stocker pour que demain, si on revient dans le même contexte, ou si quelqu'un d'autre fait la même recherche, on pourra délivrer cette expérience pré-générée.
par un premier utilisateur. Et en fait, là, on a l'IA qui commence à réfléchir. Elle utilise tout ce qu'elle a à disposition. C'est-à-dire que la mémoire, au lieu de l'avoir enrichie par juste de la donnée cliente, on va commencer ou sinon, que ce soit la page ou les articles qui sont créés, au lieu d'avoir eu des hommes qui l'ont créé, elle l'a généré une fois. Elle l'a potentiellement stocké dans vos répertoires de contenu. Dans ces répertoires de contenu, elle est mise à disposition en fait pour d'autres utilisateurs, mais après vous pouvez la modérer, vous pouvez l'éditer, aussi aidé par l'IA si vous voulez, ou juste par des modes de revue pour justement peut-être mettre des tampons sur chaque élément de contenu qui a été généré par l'IA pour justement montrer la qualité de l'information et le travail derrière de l'organisation qui pousse ces modèles. Alors bon, on peut faire de la recommandation. Là, on est dans mode autopilote qui a de la recommandation, qui a de la génération, et puis comme je vous disais, qui fait aussi de l'automatisation dans le stockage de ce que l'IA a généré et dans la redistribution. On est aussi en mode temps réel. Alors je ne sais pas si dans la vidéo on va aller jusqu'au bout. Mais à un moment donné, donc tout ça c'est généré en temps réel. Ce qui est intéressant, c'est la map qu'on a ici qui permet de proposer une autre manière potentiellement d'exprimer une intention. J'aimerais voyager dans tel pays, dans telle ville, et en fonction de ces intentions-là, eh ben peut-être on va vouloir avoir des recommandations de l'IA, et dans ces conditions, de nouvelles pages, de nouveaux types de contenus vont être générés à la volée et en temps réel. Et ce côté temps réel en mode autopilote, il est important. Il est important pourquoi ? Parce qu'en soi, sur un système comme ça, on n'a pas forcément envie d'attendre. Là, je vous ai mis un gros bloc où on sent que l'IA travaille. C'est pas une expérience très très fluide. Il faut normalement que ça prenne quelques millisecondes, enfin moins d'une seconde pour être plus franc. Mais c'est pour dire, là, l'IA, elle travaille. On n'est pas encore avec des modèles qui vont forcément très très vite. Tout dépend des modèles que vous utilisez. C'est assez important. Bon, on est passé du mode autopilote à la prochaine, mais c'était parfait. Je pense que vous avez compris justement qu'on pourrait donner à l'IA toute la puissance de générer des expériences complètes, de stocker, de réutiliser, d'enrichir. Et donc, où sont les niveaux de contrôle ? Ça, on pourra en parler là-haut si vous voulez. C'est pas un sujet que j'aborde, mais en soi, nous, on construit nos outils pour s'assurer que l'humain a le contrôle complet, pour trouver le bon équilibre, encore une fois, entre l'humain et l'IA. Et c'est pour ça que je parlais de ces modèles de décision qui permettent de reprendre complètement le contrôle, si vous voulez, ou de mettre l'IA dans des boxes bien précises. Alors, pour terminer, là, c'est vraiment pour partir sur l'hyper-personnalisation, mais là, intelligente. Je vais fusionner plein de choses. C'est-à-dire qu'en soi, dans la recommandation dans un site e-commerce, vous avez vu principalement de la recommandation produit, les produits similaires, ce que les autres font, ou juste une expérience de recherche. Là, on va partir sur l'intention. On a un utilisateur qui explore un site e-commerce et qui montre de l'intérêt sur des sneakers. Voilà, et il en regarde plusieurs. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on en est exactement dans la vidéo, mais on montre de l'intention et on en a vu plusieurs. À partir d'un moment, en fait, l'IA, derrière, elle va bien comprendre que vous êtes intéressé, là, maintenant, par des sneakers. Très bien. Mais on ne sait pas encore. Donc là, la page d'accueil que vous avez vue a changé par rapport à la première visite que vous aviez eue. On commence à avoir une bannière en haut de page qui maintenant propose quelqu'un qui court avec justement ses sneakers et la marque sur laquelle vous avez montré de l'intention pendant quelques temps. Sauf que vous continuez à explorer et vous commencez à montrer à l'IA ou au moteur de décision et de personnalisation qu'en fait, vous êtes une femme ou intéressée par des produits de femmes. Alors qu'avant, sur la page d'accueil, on avait vraiment poussé pour un homme et complètement repersonnalisé l'ensemble de l'expérience. Alors au moment, là on y est presque, au moment où on va revenir vers la page d'accueil, c'est là où on voit que l'expérience a encore évolué. On est passé, et c'est toujours la même page d'accueil, on est passé d'une expérience pour les femmes
Et je ne sais pas aussi si vous pouvez voir, mais tous les textes là ont changé, se sont adaptés. On n'est pas juste sur de la recommandation d'une bannière ou d'un produit potentiellement, mais aussi les titres. C'est vraiment l'expérience à la Netflix ou peut-être si vous allez sur le site de la Française des Jeux, ils font ça aussi. Et c'est vraiment cette expérience où on va pousser la personnalisation sur chaque fragment d'expérience. On n'est pas que là sur le catalogue produit, on est sur l'ensemble. Et en plus, au milieu de page, je ne sais pas si vous avez vu, vous aviez des offres promotionnelles supplémentaires qui se sont intégrées. Et là, on se rend compte qu'en fait, la page, elle est assemblée en fonction de l'ensemble des intentions qu'on a récupérées et elle est en constante évolution. Voilà. Et pour terminer, ce qui est important, donc sur les infrastructures Sidecore, on parlait de composabilité qui apporte beaucoup d'agilité, qui aide à conduire en fait la maturité chez nos clients en apportant les bonnes briques technologiques au bon moment. Mais surtout, c'est supporté par des principes architecturaux forts qui permettent de faciliter en fait l'intégration des différents modèles qui existent en fonction de vos besoins. Vous pouvez ramener vos propres modèles, construire vos propres cas d'usage. Nous, on est là pour orienter, pour vous montrer ce que nos clients font avec. Mais voilà, ce que je voulais vous dire vraiment, c'est retravailler les modes opérationnels en infusant de l'IA dans nos outils back-office, mais derrière, surtout, penser à quel type de nouvelles générations d'expériences vous pouvez construire par l'IA en changeant un petit peu les paradigmes. Sur cette base-là, je crois que William va... Alors, juste pour conclure, effectivement, aujourd'hui, on a passé un petit peu de temps. On aurait pu en passer beaucoup plus et être un petit peu plus dans le design, dans l'ergonomie. Mais l'idée, c'était vraiment de rentrer dans le détail du champ du possible entre la gestion de la donnée, la personnalisation des parcours et autres. Les modules qu'on a, qui étaient en fait utilisés dans ces exemples-là, sont un sous-ensemble de modules qui composent une gamme plus importante chez Sidecore que nous n'avons pas approfondi, notamment par rapport à tout ce qui va concerner les websites Factory. Si vous voulez du fun, allez voir le site d'Aston Martin, il est magnifique. Il y a plein de références L'Oréal aussi, si vous aimez. C'est assez riche sur le plan ergonomique et un peu plus fun. Et puis il y a toute la partie, bien évidemment, Composable Commerce et Hub. Il était difficile de finir cette présentation sans partager avec vous une vidéo, si j'arrive à remettre le son, mais ça m'a l'air un peu compliqué. Vous pouvez essayer de remettre le son. En fait, Sidecore a depuis plusieurs années un partenariat assez fort avec Microsoft. Et à ce titre, nous avons un certain nombre d'intégrations natives et un leverage sur tout le framework OpenAI qui est utilisé dans des contextes de commerce en B2C, B2X. Et notamment, Microsoft a annoncé récemment son offre Microsoft Fabric qui intègre en fait le module Sidecore Order Cloud, qui est le framework Composable Marketplace que nous proposons. Alors, on a un petit problème technique. Alors, attendez, je vais juste tenter un truc. Un peu violent. Ça y est. C'est bon ou pas? Sinon, on peut peut-être ouvrir... les questions et les réponses, enfin la période de Q&A. Ça marche. Ah non, ça marche pas. Oh mince. Ça, c'est dommage. Bon, juste après, on fera la question. On a un peu débordé. Et si ça fonctionne... Sitecore is a global leader of end-to-end digital experience software. Our mission is to elevate leading brands, and we create unforgettable digital connections with their customers. We unify data, content, commerce, and experiences to empower brands like L'Oreal, United Airlines, and even Microsoft. Sitecore offers an ecosystem of really diverse solutions based upon Azure. These solutions are designed to orchestrate their content intelligently. Our ecosystem includes Content Hub, Order Cloud, and XM Cloud, and then automates the delivery to any customer touchpoint to help retail clients meet the demand for engaging, relevant, and personalized content. Sitecore and Microsoft have a partnership that spans over 20 years. We've constantly worked together to integrate the best of what Microsoft has into the platforms that we offer. And we've recently announced a much deeper integration with Microsoft on the go-to-market side.
Our content to commerce portfolio is all native to Microsoft Azure, and it really leverages the platform's API-first architecture. What's really exciting me about the future with AI right now is the stuff of science fiction and movies is now real, and the rate of change is tremendously exciting. Our content to commerce portfolio is an example. It's native to Microsoft Azure OpenAI. It leverages the platform's scalable storage, automation, and application deployment capabilities. And using Azure's OpenAI services delivers highly personalized channelless experiences that really meet these fast-evolving market demands that retailers face. Microsoft are providing the absolute leading edge of capabilities to really catapult and accelerate in our ability to deliver on the promise to our clients. And it's delivering massive impact for our customers, not in the future, but today. Voilà, là on a terminé. Donc on peut prendre quelques questions éventuellement s'il y a des questions. On peut en prendre une. Voilà. Alors une question. Est-ce que quelqu'un a une question? Pas de questions? On va laisser la place à Microsoft maintenant du coup. Oui, alors bon, je pense qu'on peut applaudir Sitecore pour cette présentation. Merci. N'oubliez pas,